Merci de choisir la 7 TV pour vous informer, mesdames et messieurs. Il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité, bien évidemment, l'immigration clandestine avec ce chavirement d'une pirogue au large d'Hombourg survenu dimanche dernier. Le bilan macabre se poursuit. Le bilan s'est alourdi. 3 nouveaux corps ont été découverts à Saumon, un durant la nuit et 2 autres ce matin, ce qui porte désormais le bilan provisoire à 38 décès. Le point avec notre correspondant à Hambourg en début de ce journal. Pour l'instant, du côté de Differ, les populations n'ont pas fini de régler le problème de l'avancée de la mer qu'ils doivent également conjuguer avec le manque d'eau potable. Selon les populations locales, depuis 3 ans, ils consomment l'eau des puits. Reportage à suivre dans ce journal. Et enfin, cette inquiétude exprimée par la société civile suite aux interdictions de sortie imposées sans notification préalable à certains responsables de l'ancien régime. Ces organisations appellent les autorités à ne pas porter des actions qui pourraient porter atteinte aux droits constitutionnels des citoyens. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions tantôt, Hambourg est en deuil, frappé de plein fouet par le phénomène de l'immigration clandestine. Les corps continuent d'échouer sur la plage d'Hambourg 48 heures après le naufrage d'une pirogue dimanche dernier. 3 nouveaux corps ont été découverts à Saumon hier. Encore hier nuit et 2 autres ce matin. Le bilan monte donc à 38 décès répertoriés jusque-là. Et justement sur la question, nous sommes en direct d'Hambourg avec notre correspondant sur place, Dibi Diop Ndiaye. Dibi Diop, bonjour. Bonjour Charlie. Alors Dibi Diop, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation jusque-là? Oui, depuis dimanche, on peut dire Hambourg est frappé par ce drame qui s'agit d'un chavirement de pirogue qui fait état actuellement où je vous parle. On compte 38 décès, des rescapés aussi. La pirogue a quitté Hambourg depuis dimanche et à 4 km donc des larges des côtes, elle s'est chavirée. Selon nos informations, donc cette pirogue contenait plus de 80 personnes, dont 6 ont été sauvés et des corps sans vie ont été repêchés depuis hier jusqu'à tard la nuit. La Marine nationale, en collaboration avec les sapeurs-pompiers, ont repêché juste hier dans la journée plus de 35 corps au large des côtes d'Hambourg, plus précisément à Sali, Saumon et à la plage de Tripano, donc qui se trouve ici à Hambourg. Il faut aussi retenir ce matin, on nous fait savoir qu'il y a 3 autres corps qui sont repêchés, un à Saumon et 2 autres à la plage d'Hambourg par les sapeurs-pompiers. Ils sont acheminés directement au cimetière de Liberté 2 où des enterrements collectifs sont organisés sous l'ordre du procureur de Hambourg, mais aussi des autorités. Parfois, les familles attendent devant les cimetières pour faire leur corps et faire des prières. Il faut retenir aussi que les quartiers les plus touchés de Hambourg sont Tchossé et Tefes 11 novembre. Des familles entières pleurent leur fils. C'est vraiment une tragédie qui se passe ici à Hambourg depuis dimanche. Et actuellement, on est en train de suivre l'affaire pour voir quelles sont les dernières informations. À l'instant, tout à l'heure à 12h, on nous a signalé que le bilan est actuellement à 38 décès qui sont enterrés ici à Hambourg, Charlie. Dernière question, Dibi Diop. Est-ce que vous avez plus d'informations sur le convoyeur aujourd'hui et sa situation? Oui, le convoyeur, lui-même, il s'est rendu à la gendarmerie, section recherche de Sali.
Il s'agit bien sûr du frère du maire, Cheikh Issa Sall, qui était le capitaine même donc de la pirogue. Il avait même amené 4 de ses enfants et 12 de ses neveux. Donc d'après les dernières informations que nous avons eues sur les PV d'enquête, il a souligné que après le départ, il y a des gens qui ont embarqué à son insu. Il a ajouté dans le PV d'enquête que les temps sont durs pour lui. Il n'avait personne pour l'aider. Et voilà pourquoi il voulait amener ses 4 enfants en Espagne pour se soigner en même temps. Et c'est quelques de ses amis et parents qui l'ont contacté aussi pour qu'ils amènent leurs enfants dans la pirogue. Il avance aussi que la majorité n'a pas payé, puisque ce sont des enfants de ses proches, de ses parents. Donc, après l'organisation du voyage, il dit qu'il restait une somme de 2,4 millions de francs CFA qu'il a laissé à sa famille avant de partir. Après le chavirement de la pirogue, lui-même il s'est sauvé et il s'est retourné donc à son domicile. Après l'annonce donc des disparus, il s'est lui-même rendu donc à la section de recherche de Saly, où présentement il est gardé là-bas. Donc il s'agit bien sûr, comme on l'a annoncé, le capitaine de la pirogue et le frère du maire de la commune de Bourg-Saint-Charles. Merci beaucoup Djiby Diomde pour ces amples informations. Nous reviendrons avec vous à 14h dans l'édition en Wolof. On reste toujours avec la note d'immigration clandestine. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène, la Marine nationale a mené une opération pour porter secours à des migrants. Une opération qui a permis d'intercepter 2 pirogues transportant 421 candidats, compte rendu par Bandagei. C'est l'une des opérations les plus fructueuses menées par la Marine nationale depuis le début de cette année. Plusieurs centaines de candidats à l'immigration clandestine interceptés à environ 180 km au large des côtes saint-louisiennes. Cette opération a permis donc l'interception de 2 pirogues qui embarquaient un total de 421 migrants qui se rendaient aux îles Canaries. Rien que sur les 9 premiers jours de ce mois, la Marine nationale a ramené à terre plus de 730 migrants. 2 principaux points de départ pour ces migrants, Dionewar dans la région de Fatigue et Mbour, localité actuellement secouée par le chavirement d'une pirogue transportant au moins 150 passagers. Des candidats qui ont échappé à la vigilance de la Marine nationale. Plusieurs victimes sont dénombrées, des dizaines de personnes portées disparues. Il y a également 4 corps sans vie qui ont été repêchés hier par cette intervention initiale. L'engagement de nos unités sur zone a permis aujourd'hui de découvrir 5 autres corps sans vie. Donc nous continuons sans relâche les opérations sur place. Ces voyages avec des embarcations de fortune sont particulièrement périlleux au vu des mauvaises conditions météorologiques notées actuellement. Nous avons bien compris que les pêcheurs tentent de trouver des périodes favorables au plan météorologique pour regagner les îles espagnoles. Mais il se trouve que cette année, ces périodes-là sont très rares. Et nous sommes d'ailleurs dans une période défavorable, contrairement à ce que nous avions pu observer les années précédentes. Alors qu'à Mbour, les recherches se poursuivent, 19 autres corps sans vie ont été repêchés ce mardi. Et on reste face à la mer, direction d'Ifer, cette fois qui fait face à l'avancée de la mer. Mais aujourd'hui, et ce depuis 3 ans, un autre phénomène s'est ajouté au problème des habitants de la presqu'île. Ils sont confrontés à un manque cruel d'eau potable. Ils consomment l'eau des puits où ils achètent des bouteilles de 20 litres à 250 francs CFA. Djibril Diallo était sur place. C'est un véritable paradoxe. Alors que la mer menace sérieusement son existence, la presqu'île est privée d'eau potable. Les robinets marchaient au début, mais depuis 3 ans, l'eau ne coule pas. 3 longues années que le liquide précieux ne coule pas des robinets. Alors pour s'approvisionner en eau, les 4000 habitants de d'Ifer sont obligés de casquer fort, acheter des bouteilles d'eau dont l'unité est à 250 francs CFA ou recourir à l'eau salée des puits qui présentent des risques pour leur santé. Nous utilisons l'eau des pluies. À l'approche d'élections, des camions citernes nous ravitaillaient en raison de 250 francs la bouteille.
Un jour, quelqu'un m'a amené une facture. Je lui ai dit que je n'allais pas la prendre, ou si je la prends, j'allais la déchirer. Je m'adresse au président de la République. Président, nous avons besoin d'un forage et un centre de santé. Comme ça, celui qui a soif boira une eau de qualité. Et celui qui est malade aussi pourra se soigner. Cependant, les périodes difficiles pour les uns sont souvent bénéfiques pour les autres. Cette pénurie d'eau interminable a créé un business qui rapporte. Je remplis mes bouteilles à Falia ou Dionewar. Je paie le piroguier parfois 150 la bouteille ou 125. Ça dépend des relations que vous avez. Je vends jusqu'à 50 bouteilles par jour. 50 bouteilles par jour, 60 bouteilles. La plupart des vendeurs comme Diop remplissent leurs bouteilles dans les îles aux alentours. Pourtant, les câbles qui ravitaillent ces localités traversent diffèrent selon les habitants qui dénoncent une inégalité. Mais les habitants de Niodior, Dionewar et Falia ont une eau de très bonne qualité. Pourquoi nous ne pouvons pas en avoir aussi alors que les câbles traversent diffèrent? L'accès à une eau de qualité est reconnu comme un droit humain par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2010. Ayant été privés de ce liquide depuis 3 ans, les habitants de Diffère estiment que leur droit, l'un des plus fondamentaux, a été ainsi violé. Et on revient à présent à Dakar pour donner parole à l'association des artisans de l'ancienne piste qui est toujours remontée contre le régime de Macky Sall. En conférence de presse hier, ils sont revenus sur les conditions dans lesquelles plus de 2000 personnes, disent-ils, ont été envoyées au chômage et dénoncent également les lenteurs dans la prise en charge de leurs dossiers. Le visage de leurs anciens garages d'automobiles balafrés. Au chômage depuis presque une année, ces artisans de l'ancienne piste déplorent le traitement qui leur a été réservé par l'ancien régime. On aurait compris si l'État avait décidé d'y installer quelque chose, mais hélas. De plus, les autorités pouvaient nous consulter pour l'intérêt supérieur de la nation. Quelques-uns avaient reçu 200 000 francs CFA en guise de dédommagement, en attendant de trouver un lieu de recasement, sous la supervision des anciennes autorités. Sauf que le recasement était sélectif et des terrains vendus à de tierces personnes. La DESCOS qui nous avait remis une sommation de quitter les lieux, 2 mois après nous avoir délogés, avait arrêté 5 personnes qui vendaient ces mêmes terrains. Le recasement, n'en parlons même pas. C'était plus un partage de gâteaux. Pour montrer son désaccord, l'association des artisans de l'ancienne piste avait rejoint les rangs de la coalition Diomaye Président, espérant le changement. Toutefois, les promesses électorales ne sont toujours pas respectées par le duo Sonko-Diomaye. Comme on nous a sacrifiés avec ce nouveau régime, le président Diomaye Faye avec son premier ministre Ousmane Sonko et tout l'ensemble du gouvernement. Donc on lance un appel solennel à ce gouvernement. Ces techniciens de l'automobile restent ouverts au dialogue. Néanmoins, ils ne seraient pas contre l'idée de rehausser le ton si leur doléance continue d'atterrir dans l'oreille d'un sourd. Dans la zone des Niayes, à présent, les producteurs horticoles montent au créneau pour balayer d'un revers de main les allégations de certains commerçants selon lesquels le Sénégal fait face à une pénurie de carottes réunies dans une ferme. Ils ont insisté sur la souveraineté alimentaire et la consommation locale. Si aujourd'hui, le prix de la carotte est à 2000 voire 3000 francs à Dakar et que des commerçants disent que la carotte n'existe pas au Sénégal, ça veut dire que tout simplement ce sont des propos démagogiques et laxistes. Il faut le dire. Donc ce qui se passe, c'est que la production, elle est là. Et nous nous sommes battus pour donner une production à bas prix aux Sénégalais. Mais il y a des commerçants qui se sont organisés parce qu'ils ont importé des carottes depuis Maroc. Ils veulent coûte que coûte faire entrer ces carottes-là. Donc ils se sont dit qu'ils vont faire des spéculations pour embrouiller le ministre, pour monter le ministre contre les Sénégalais, pour que le ministre doit accepter, vaille que vaille, d'ouvrir les frontières pour qu'ils puissent faire entrer leurs carottes. Est-ce qu'on doit produire pour aller jeter ça dans les poubelles? C'est-à-dire que si vraiment
on est à un stade où le Sénégal, on fait la production et après l'autorité qui doit protéger cette production-là, croise les bras et se laisser céder face à des chantages, ça veut dire que tout simplement il devient faible. Face à tous ces problèmes, le discours annoncé du chef de l'État est certainement très attendu et la date est désormais connue. Le président Bassirou Diomaye Faye parlera à la nation demain à 20h. Plusieurs problématiques seront probablement abordées ou éclaircies par le chef de l'État, entre autres l'issue de la 14e législature ou encore la problématique de la reddition des comptes. A rappelé que lundi, le chef de l'État avait adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour un avis sur la dissolution de la Chambre des représentants du peuple. En attendant, plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leurs inquiétudes face aux interdictions de sortie du territoire imposées sans notification au préalable aux responsables de l'ancien régime. Dans un communiqué, elles mettent en garde le pouvoir contre toute atteinte aux droits constitutionnels des citoyens. D'après ces organisations, le gouvernement doit s'assurer que ces mesures restrictives reposent sur des bases légales solides. 13 organisations de la société civile ont écrit ce communiqué pour mettre en garde le pouvoir contre les conséquences que l'interdiction de sortie du territoire imposée à certains responsables de l'ancien régime pourrait engendrer sur le plan constitutionnel. Une mesure appliquée à des personnes en dehors de toute décision administrative ou judiciaire, préalablement notifiée aux intéressés, leur permettant de se pourvoir essentiellement en défense par les moyens de recours appropriés, constate-t-elle. Selon les signataires du document, même si des mesures conservatoires de sauvegarde de la sécurité publique et de préservation des intérêts nationaux sont prises, elles risquent de miner la confiance dans les institutions et de porter atteinte aux droits des personnes concernées. La reddition des comptes, pilier de la démocratie et de la justice sociale, doit s'appuyer sur des bases légales solides, soutient-elle. La société civile appelle toutes les autorités compétentes à veiller à ce que la reddition des comptes soit menée dans un cadre légal et équitable, garantissant à la fois la protection de l'intérêt public et le respect des droits fondamentaux. Elles encouragent l'État à adopter une démarche prudente et respectueuse de l'état de droit afin d'éviter tout climat de méfiance et de suspicion qui pourrait fragiliser la cohésion sociale. Et puis à présent, cette mission de 5 jours depuis lundi dernier de la délégation béninoise en collaboration avec le Bureau des Nations Unies à Dakar. Ils ont tenu un point de presse organisé dans le cadre de la mission d'échange entre le Sénégal et le Bénin. Une rencontre qui a donc porté sur la mise en place d'une plateforme de services bancaires mobiles mutualisés. Ousmane Ba pour le compte-rendu. Le Bénin ambitionne de mettre à niveau son système de microfinance décentralisé pour arriver au paiement digital intégral. Pour cela, il se tourne vers le Sénégal, qui est le premier pays à avoir mis en place une plateforme de digitalisation des SFD en Afrique de l'Ouest. Les institutions de microfinance n'ont pas la capacité d'offrir des services de paiement digitaux à leurs clients. Raison pour laquelle le gouvernement a pris le devant pour leur offrir les outils nécessaires pour que ces institutions puissent présenter ces services de paiement digitaux. Alors, lorsqu'un pays frère le fait dans la même réglementation, il est de bon ton qu'on vienne s'inspirer. Un choix judicieux de l'avis de l'ONU, puisque le Sénégal présente tous les facteurs de réussite de cette initiative. C'est que le Sénégal est le seul élève à l'avoir fait. Donc, par rapport à cela, il est un bon élève. Le deuxième élément que nous pouvons également présenter, c'est que c'est une plateforme qui est inclusive pour l'ensemble des institutions de microfinance, parce que le coût pour entrer dans la plateforme est réduit à 0. La troisième bonne nouvelle, c'est que nous avons vu cette plateforme fonctionner. Cependant, le chemin n'a pas été sans embûches, précise Antoine Gomme, directeur général de DSIE Technologies. Il y a des problématiques techniques, parce que c'est une plateforme qui doit se connecter au système d'information du SFD et il n'y a pas toujours les prérequis techniques qu'il faut pour interconnecter les deux systèmes. Et si on n'a pas suffisamment de répondants au niveau du SFD, qui a souvent des ressources humaines limitées, ça peut rallonger le projet. Quoi qu'il en soit, selon M. Gomme, il est nécessaire d'accompagner les SFD pour arriver à une digitalisation intégrale, car c'est le seul moyen pour que ces systèmes financiers décentralisés puissent atteindre l'objectif de l'inclusion financière fixé par les deux pays frères.
Et puis très rapidement, du sport à présent, Afrobasket U18, les Lionceaux ont effectué une excellente opération en passant en quart de finale. Les protégés de Parfait du Vent vont jouer face à l'Égypte, un adversaire à leur portée. Le choc de ces quarts de finale oppose le Mali au Nigeria. Le Maroc va jouer l'Angola et le Rwanda, l'équipe du Cameroun. Voilà tout pour ce journal. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Le chavirement d'une pirogue de migrants irréguliers à Mbour dimanche continue de défrayer la chronique et de faire la une des quotidiens. Les morts s'amoncellent, titre l'As, notant que les corps de migrants continuent d'échouer sur la plage de Mbour 48 heures après le chavirement d'une pirogue de candidats à l'immigration clandestine. Des corps commencent à flotter sur les eaux. Hier, les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont pu récupérer 19 dépouilles en état de putréfaction, ce qui pousse le journal Le Quotidien à parler de tragédie à haute mer. Le Quotidien fait savoir que la mer continue de vomir des corps sans vie. Après le chavirement de la pirogue qui est partie de la plage de Mbour le dimanche dernier et a coulé 30 minutes après son départ, après les 9 personnes décédées retrouvées entre dimanche et lundi, les secouristes composés de la Marine nationale, des sapeurs-pompiers et des agents du service des pêches de Mbour ont découvert au moins 27 corps sans vie hier dans un état de décomposition très avancé. Le long de la petite côte, la douleur intense est ressentie par tout le monde jusque tard dans la soirée. Les recherches et les enterrements se poursuivaient à Mbour. Bespi Le Jour ajoute que le bilan du chavirement de la pirogue au large de Mbour pourrait s'alourdir davantage. 26 corps ont été repêchés dans la seule journée du mardi, selon les sapeurs-pompiers. Au total, 36 corps sont enregistrés pour le moment. Au quartier Tefes qui a connu la plus lourde perte, c'est la consternation et l'émoi, écrit la publication. Vox Populi décrit aussi l'insoutenable horreur avec un bilan qui grimpe. Et malgré cette catastrophe, révèle le journal, les départs de pirogues bondées de clandestins ne cessent pas. Ce drame de Mbour et d'autres similaires ne tempèrent pas l'ardeur des jeunes à quitter le pays pour de potentiels Eldorado en Europe. Avant-hier, 9 septembre, le patrouilleur de la marine, Niani, a intercepté 2 pirogues transportant au total 421 candidats à l'immigration clandestine. Et dans le lot, il y a 20 enfants. Un autre départ de 37 candidats à l'immigration clandestine a été déjoué, mais cette fois par la brigade territoriale de Mboro, renforcée par les EI de Tuawan, rapporte Vox Populi. Libération indexe le business de la mort, parlant de cette vague de migration clandestine qui ne s'estompe pas. Selon Libération, Pape Sall, dit Saf, demi-frère du maire de Mbour, avoue avoir empoché 10,7 millions de francs CFA pour convoyer les candidats migrants irréguliers. Libération fait savoir que ce dernier principal convoyeur s'est constitué prisonnier à la brigade de recherche de Saly avant d'être remis à la division nationale de lutte contre le trafic de personnes et pratiques assimilées. Âgé de 52 ans, le mis en cause est impliqué dans plusieurs affaires de trafic de migrants, rapporte le journal. Nous restons avec Libération pour glisser dans la politique. Le journal affirme que Diomaye enterre l'Assemblée nationale demain. La 14e législature vit ainsi ces dernières heures, écrit Libération. Enquête note que le doute plane toujours à 48 heures de la déclaration de politique générale du Premier ministre, à 48 heures de la date fixée par le président de la République pour la DPG et à 24 heures de la date fatidique du 12 septembre annoncée par le Premier ministre Ousmane Sonko comme le dernier jour de la présente législature. La polémique enfle et les Sénégalais ne savent toujours pas si le PM va faire face à la représentation nationale, encore moins si l'Assemblée nationale sera dissoute demain ou pas, écrit le journal. Le Soleil signale qu'en Conseil des ministres mardi, le président de la République a clarifié le débat sur les prérogatives constitutionnelles des institutions. Le cas, Cheikh Omar Diagne, les Échos en parlent, Diomaye désavoue Omar Diagne, écrit le journal. Après les propos polémiques de ce dernier sur les confréries, le chef de l'État a tenu à préciser en Conseil des ministres qu'il s'est engagé à perpétuer la mémoire de nos mémorables guides religieux et il a promis de ne ménager aucun effort pour le respect du culte, rapportent les Échos. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Ici la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme toujours à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite au programme sur la 7 TV.